Bonjour, je suis Teddy Brodelet, fondateur de Tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais édifiantes, inspirantes voire rassurantes autour des thèmes de la mort et du deuil, avec des invités qui ont accepté de partager leur expérience, mais aussi avec des professionnels qui accompagnent au quotidien des familles endeuillées. Je souhaite, avec ce podcast, apporter un éclairage nouveau sur l'une des périodes les plus difficiles d'une vie pour vous permettre de mieux comprendre ces moments afin de mieux les vivre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans Vivant. Aujourd'hui, je reçois Sarah Dumont. Avec Sarah, on parlera de son parcours qui l'a conduit à la création d'Happy End, de la mort, cette éternelle étrangère encore taboue dans notre société, et plein d'autres surprises. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Sarah Dumont. Bonjour Sarah, bienvenue dans Vivant. Je suis vraiment très heureux de t'avoir à mes côtés. Bonjour Teddy, moi aussi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Sarah, est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter ? Oui, alors donc moi je suis Sarah Dumont, journaliste de formation. J'ai exercé le métier de journaliste pendant 15 ans dans un groupe de presse où je travaillais notamment à Femme Actuelle et Prima, des magazines féminins. Et puis il y a en 2018, en avril 2018, enfin avant, en 2016, j'ai quitté ce groupe de presse. J'avais le sentiment d'avoir fait le tour, j'étais un petit peu frustrée, puis sentiment que si je restais dans le groupe, j'aurais raté ma vie. Donc j'ai pris mon envol, ce qui n'était pas forcément évident, mais voilà, j'étais arrivée à un point de saturation. Et j'avais perdu mon père aussi quelques années auparavant. Et ça m'avait fait réfléchir en fait à un point dont je vais vous parler après. Mais en tout cas, voilà, donc j'ai quitté ce groupe avec l'envie d'être funérale planeuse. C'est-à-dire que je voulais accompagner les gens à organiser un enterrement un peu original, un enterrement en dehors des sentiers battus, avec une ouverture plus large. Je m'étais rendu compte au moment de la mort de mon père, à son enterrement, que finalement les gens ne savaient pas qu'on pouvait faire des choses différemment de ce qu'on nous proposait dans les agences de pompes funèbres classiques. Nous, on avait eu la chance, ma mère, mon frère et moi, et puis ma famille évidemment, de pouvoir organiser un enterrement, enfin déjà de tomber sur une agence de pompes funèbres qui s'appelle L'Autre Rive à Paris, qui avait cette écoute en fait, cette écoute que chaque famille est différente. Et ce qui était drôle d'ailleurs, c'est que moi j'avais noté ce nom en lisant un article dans le journal, dans Libération, en me disant tiens, si un jour quelqu'un meurt autour de nous, il faut absolument appeler cette agence. Et ma mère, de son côté, sans qu'on se consulte, avait aussi noté ce nom précieusement quelques années auparavant. Donc quand mon père est mort, on s'est appelés toutes les deux, on a fait qui on va voir. Et j'ai dit mais moi j'ai noté ce nom-là, moi aussi c'était le même. Donc déjà, au moins il y avait un consensus. Mais et c'est vrai, quand on est arrivé dans cette agence, c'était une agence déjà accueillante en fait, avec une belle table en bois, de la décoration chaleureuse, des objets anciens. Enfin moi, on se sentait hyper bien dans cet endroit. Enfin, on n'avait pas l'impression qu'on allait aller, dans un endroit glauquissime. Et surtout, ils ont été à l'écoute quand on leur a dit nous, on ne veut pas aller dans un crématorium. En fait, mon père était athée, mais on n'a pas envie d'aller à l'église, mais on n'a pas non plus envie d'aller dans les lieux dédiés. Et ils se sont cassé la tête pour nous trouver un lieu. On avait dit, mon père était écolo, il aimait la nature, il aimait pêcher. Donc s'il pouvait y avoir un petit brin de nature, ça nous plairait bien. Et ils se sont mis en quête de cet endroit idéal pour nous. Et le jour de l'enterrement, du coup, on a eu l'ambiance qu'on voulait. Donc à la Bellevilloise, dans une salle de concert parisienne. Il y avait tous ses amis qui étaient là. On était près de 300, je pense. Et il y avait une énergie. En fait, ce qui m'avait déjà... travailler ce jour-là, fait réfléchir, j'ai entendu les gens applaudir pendant un hommage, juste après le premier hommage, et je me suis dit, ah bon, c'est bizarre ça. Je n'avais jamais entendu des gens applaudir à un enterrement. Et j'étais presque un peu surprise. Et puis après, la cérémonie a continué. Il y a eu beaucoup d'hommages, un certain nombre d'hommages de moi, de mon frère, de ses amis, etc. Et je me suis dit, c'est que les gens, en fait, se sentent autorisés à être eux-mêmes, en fait, à exprimer, finalement. En fait, ils applaudissaient mon père. Bien sûr qu'ils pleuraient aussi, mais ils applaudissaient sa vie.
Et donc, à l'issue de ce moment, bon, déjà, il y a des amis de ma mère qui sont allés la voir en me disant j'avais jamais assisté à un enterrement qui m'a donné la pêche comme ça. Donc, ce qui peut paraître un peu surprenant, mais je me suis dit, bah, si ça peut servir à ça, c'est génial. Et puis, quelques mois après, en fait, j'ai cheminé et je me suis dit, bah, les gens ne savent pas qu'on peut faire ça, alors que ça a une valeur énorme. Et moi, j'ai eu cette chance, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, je pense, parce que j'y pense à ce moment avec bonheur, en fait, avec bonheur d'avoir été en adéquation avec ce qu'il était, et de ne pas l'avoir trahi, et de ne pas nous être trahis. Et ça, je trouvais ça hyper important. Et donc, je suis partie un peu dans ma tête en mission, en me disant, mais il faut, alors à l'époque, je voulais devenir donc funéraire planeuse, donc je voulais organiser des cérémonies comme ça pour les gens. Et puis bah, le temps, je me suis inscrite à un diplôme universitaire sur le deuil à l'espace éthique de l'hôpital Saint-Louis, parce que je voulais justement être à même, j'avais jamais touché au secteur du funéraire, donc je me disais, bah, si tu fais ce métier, il faut absolument que tu saches bien accompagner les gens endeuillés. Donc j'ai suivi ce DU, et puis en même temps que ce DU, je me suis lancée dans l'écriture d'un livre, d'une enquête sociétale, et je me suis rendu compte que je pourrais pas en fait être dans une boutique, ou même pas dans une boutique, mais être dans une logique en fait, que j'avais besoin d'écrire et de communiquer, et donc j'ai transformé ce projet avec Happy End, donc un site d'information sur le sujet de la mort, pour libérer la parole sur ce moment de vie. Et est-ce que c'est un sujet dont tu parlais avec ton père ou ta famille ? Non, pas vraiment. Après, c'est un sujet, parce que quand j'essaie de comprendre, parce que c'est vrai que ça peut être questionnant de se dire, mais pourquoi ce sujet ? Enfin, au début, mes amis ne comprenaient pas trop ce qu'ils me prenaient. Ils disaient, ah là là, elle fait le deuil de son père, elle a du mal, etc. Mais en fait, je crois que c'était inscrit un peu dans mon... Déjà, j'ai toujours aimé les sujets lourds, les sujets tabous. Ce que je lis essentiellement, ce sont des histoires assez difficiles, que ce soit dans les magazines, les livres, les documentaires, les films. D'ailleurs, souvent mon compagnon me dit, non mais t'en as pas marre de regarder des trucs glauques, enfin voilà, mais moi ça me fait tout sauf un mauvais effet, donc voilà. Mais donc j'avais quand même ça inscrit dans mes gènes, cette attirance pour des sujets lourds. Et puis quand je regarde ma bibliothèque, depuis très très longtemps, je lis des livres sur la mort. Donc en fait, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée, même si je l'exprimais pas aussi clairement. Mais par contre, c'est pas des sujets dont on parlait en famille, non. Ok, et concrètement, Happy End existe depuis combien de temps maintenant, Sarah ? Avril 2018. Ok, et pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, ce qu'ils peuvent trouver, déjà, c'est des sujets sur avant la mort, comment on peut s'y préparer, comment on peut accompagner quelqu'un à mourir, comment on peut se préparer son départ, anticiper son départ. Je suis très sensible à cette idée-là, on est acteur de notre vie, mais on peut l'être jusqu'au bout, que c'est une forme de responsabilité qu'on a en tant que vivant, c'est d'organiser sa mort, enfin, en tout cas de la préparer, de transmettre des informations essentielles, qui sont par exemple... est-ce que je veux une crémation ? Est-ce que je veux une inhumation ? Et où je veux reposer ? Ou est-ce que je veux donner mes organes ? Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. Moi, souvent, je parle à des gens, ils me disent c'est pas grave, je serai plus là, ils feront bien ce qu'ils veulent. Mais non, en fait, c'est pas tout à fait ça qui se passe, parce que finalement, ceux qui restent, ils ont énormément... parfois, ils sont pas d'accord déjà sur ce que voulait la personne. Si elle a rien dit, c'est compliqué de savoir qui a raison. Ça crée des conflits. Et ça, il y a des pompes funèbres qui me l'ont rapporté. Ils vont même développer une formation pour gérer les conflits en agence de pompes funèbres. Il y a des notaires aussi qui me l'ont rapporté. Et moi, j'essaie de dire aussi, de sensibiliser à travers Happy End au fait que c'est pas parce qu'on prévoit sa mort qu'on va mourir. Et qu'en plus, si on l'envisage du coup avec quelque chose qui nous plaît, ça peut être carrément même inspirant et agréable. Donc il y a ça, il y a toute cette partie-là. Il y a tout un pan autour des obsèques, donc de parler de métiers, de personnes, des professionnels des obsèques qui font les choses peut-être un peu différemment, des modèles inspirants. Il y a des informations sur comment organiser un enterrement civil, avec des rituels, des nouveaux rituels, enfin voilà, toute une partie sur la partie des obsèques. Et puis aussi beaucoup de sujets, de témoignages, d'histoires, d'histoires de deuil, des parcours en fait, des parcours de vie, et comment qu'on poursuive sa vie après, comment cheminer, et voilà, en gros.
Ok, je te remercie. Ton livre, Le petit guide des obsèques civiles, moi, m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus et tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, on peut voir les choses différemment quand on perd un proche concernant l'organisation des obsèques. Aujourd'hui, il existe plein d'établissements qui proposent d'organiser des obsèques de manière très adapté, je dirais, à la personne, au vécu du défunt et de faire des cérémonies qui sont personnalisées et qui finalement vont permettre d'apaiser ceux qui restent. Donc c'est vraiment très important d'en prendre conscience. Et également, autre chose qui revient souvent aussi dans les témoignages que j'ai pu avoir, notamment à travers les podcasts, c'est vraiment cette notion de choix. Plus on anticipe les choses de son vivant, plus on en discute avec ses proches, moins ça laisse ses proches dans une situation pénible et difficile face à des choix concrètement qu'on n'a pas envie de faire, où on a toujours peur de se tromper. Donc c'est vraiment important de le dire. On a le droit, hein. Moi je pense qu'on a le droit, hein, évidemment de rien vouloir, mais dans ce cas il faut le dire. Et après les vivants il faut toujours quand même par contre penser à ceux qui restent parce que c'est quand même eux qui sont importants, hein, dans les obsèques, c'est ceux qui restent. Donc, mais on a le droit aussi de vouloir quelque chose de très sobre, de vouloir donner son corps à la science. En l'occurrence, on récupère pas, enfin les proches ne peuvent pas rendre hommage en tout cas autour du cercueil. Donc bien sûr que, mais en tout cas ce qui est important, ce qui me semble important, c'est de transmettre vraiment ces volontés de façon claire. L'idéal, je dirais que c'est de l'écrit, parce que l'oral, le problème, c'est que chacun entend ce qu'il veut entendre et que tout le monde n'entend pas la même chose. Et puis effectivement, ce qu'on me rapporte de plus en plus, c'est quand même, enfin en tout cas ce que je ressens quand même comme une, je dirais pas une tendance, mais en tout cas une volonté des gens, je veux quelque chose qui soit, pas de la notion dans la célébration d'une vie. Et ça, je trouve que c'est important de l'entendre. Parce que quand on célèbre la vie, ça peut pas être une formule toute faite. Parce que la vie, chaque vie d'un individu, on est tous uniques. Donc pour moi, aucune cérémonie ne devrait se ressembler. Et finalement, les pompes funèbres, quand on arrive chez elles devraient partir d'une page blanche. Si elles voulaient vraiment respecter cette célébration de vie. C'est sûr. Moi, il y a quelques semaines, j'ai fait appel à une personne donc, qui s'appelle Sandra Roland. Qui m'a accompagné pour coucher sur papier mes souhaits pour ma cérémonie, si demain il devait m'arriver quelque chose. Donc moi j'ai 34 ans et ça peut paraître surprenant, mais au contraire, c'est un exercice assez particulier, mais finalement assez apaisant de réfléchir à ce qu'on veut, à la musique, à l'ambiance, à des messages qu'on veut faire passer, qui permettent de transmettre vraiment beaucoup d'émotions à ceux qui restent dans ces moments-là. Donc, je le recommande en tout cas. Moi aussi, ouais, j'ai écrit mes dernières volontés. Et c'est vrai que pourtant, moi, je baigne quand même dans le sujet de la mort toute la journée. Et je reconnais que c'est vraiment une démarche difficile, en fait. Mais après, une fois qu'on se lance et qu'on voit qu'on peut vraiment faire quelque chose de chouette, déjà c'est vrai qu'on se sent mieux parce que moi je me dis au moins c'est transmis, il y a plus tout le monde est au clair là-dessus. Et puis on se dit au moins ce moment-là me ressemblera. Dernièrement dans un apéro de la mort, il y avait une dame qui me disait qu'elle avait écrit ses dernières volontés et que finalement elle s'était rendue compte, elle avait pris beaucoup de plaisir à le faire et qu'elle s'était rendue compte que cet événement lui ressemblera bien plus que son mariage. Parce que au moment où elle l'avait écrit, déjà, elle avait appris à devenir vraiment elle-même. Enfin, on sait normalement, plus on vieillit, plus on arrive quand même à aller au cœur de ce qu'on est. Et alors que son mariage, finalement, elle était jeune, elle s'était conformée aux volontés aussi de ses parents, elle avait voulu faire plaisir à sa belle famille. Et je trouvais ça hyper joli de me dire, mon enterrement, ça va vraiment me ressembler. Et elle était contente, en fait. Elle était contente que cette dernière touche, cette touche finale, ça soit fidèle à ce qu'elle est. Voilà. Et quand on prend les choses comme ça, au moment d'écrire ses dernières volontés, c'est complètement différent. Oui, c'est plus du tout glauque en fait. C'est presque un challenge de se dire je vais exactement leur dire ce qui me ferait triper et il y a la notion de plaisir quoi, ils me feront plaisir et enfin voilà, je trouve qu'il faut, si on le regarde comme ça, c'est beaucoup plus simple. Comment tu expliques, toi, que la mort soit un sujet si tabou, qu'on n'arrive pas encore à en parler librement, comme n'importe quel autre sujet de société ?
Je pense déjà que la mort est devenue une étrangère parce que il y a eu beaucoup de progrès au niveau médical, au niveau... finalement, aujourd'hui, on délègue nos morts. On n'est plus du tout en relation avec nos morts. Très peu de gens meurent chez eux, malgré le fait que ça soit une volonté de, si je ne me trompe pas, 3/4 des personnes, c'est le contraire qui se passe, on meurt à l'hôpital. Donc on ne meurt pas à son domicile, on ne meurt pas entouré des siens. On a perdu la tradition des cortèges funèbres dans les villages. On ne porte plus le deuil. Donc finalement, et on a délégué aux pompes funèbres, à ces professionnels, finalement, l'organisation de ces obsèques. On y prend part, mais un petit peu de loin. On n'est plus très acteurs, en fait. Et de ce fait-là, on a un peu perdu le mode d'emploi de la mort. Aujourd'hui, on n'est plus dans les veillées, par exemple. On a peur d'être face à un corps mort. Mais moi, la première, je veux dire... Ma grand-mère, elle est décédée, elle avait 97 ans, elle est décédée à Noirmoutier, on était en vacances en plein mois d'août. Et pourtant, j'avais commencé quand même, il me semble, à travailler sur le sujet de la mort. Elle est morte en pleine nuit. La première chose on avait mes 2 enfants dans la maison et on a dit au médecin du SAMU qui est venu, qui a essayé de la secourir, oui, emmenez-la. Et je m'en veux encore de me dire, mais pourquoi tu l'as exclue de la maison? Elle venait de mourir, la veille on était avec elle, on était avec elle le soir même. Je me dis, j'ai eu peur que finalement qu'elle soit dans cette chambre, morte, que mes enfants éventuellement puissent la voir. Aujourd'hui, si ça était à refaire, je le ferais complètement différemment. Et je trouve que c'est quand même hyper dur de se dire, t'es mort, je te vire, tu vas au funérarium, dans un lieu en plus, dans un lieu pas toujours hyper sympa, assez froid, sinistre. Je me dis, nos morts, ils méritent peut-être un peu qu'on les veille et qu'on reste à côté d'eux, surtout qu'en plus, j'ai lu beaucoup de... j'ai lu pas mal de livres sur le sujet, il peut se passer des choses assez extraordinaires, donc je me dis, en plus, t'es passé à côté, déjà, t'as pas été très sympa avec ta grand-mère, et puis en plus, t'aurais pu peut-être vivre quelque chose, une expérience qui t'aurait fait grandir. Et donc, voilà, en fait, c'est l'attitude que je vous raconte que moi, j'ai eue. Pourtant, je travaille sur le sujet quand même, mais bon, c'était un petit peu avant, mais quand même... on est trop nombreux à l'avoir. Mais je pense que c'est dû au fait qu'on n'a plus l'habitude de côtoyer les morts. Et la mort en général aussi, parce qu'on meurt de plus en plus vieux. Et que voilà, pour nous maintenant, ça devient... c'est presque... Ça ne devrait pas exister, quoi. Et tu penses que la science peut faire de nous des immortels ? Non, bien sûr, mais je veux dire, en tout cas pour nous maintenir en vie le plus longtemps possible, ça oui. Et tu vois, c'est ce qui m'a frappé pendant le Covid, c'est que finalement... on faisait tout pour protéger des vieux en EHPAD, etc. Mais sauf qu'ils mouraient de solitude, ils mouraient de chagrin. Et donc, tu vois, voilà, Marie de Henzel en a très bien parlé dans une tribune et là, dans son livre, La Dieu interdit. C'est OK, mais vivre le plus longtemps possible, d'accord, mais il faut vivre heureux, quoi. Sinon, ça vaut pas le coup. Et en tout cas, laisser les gens choisir comment ils ont envie, s'ils sont prêts à prendre le risque de mourir pour un dîner en famille. Ou à condition évidemment que leurs enfants et petits-enfants soient d'accord, parce qu'il ne faut pas non plus qu'après ils portent une culpabilité, mais pour moi on a le droit de décider pour soi. Tu as parlé tout à l'heure des apéros de la mort, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet ? Alors les apéros de la mort, c'est pas, le nom peut surprendre en tout cas, mais je me suis inspirée, c'est un concept que j'ai lancé de rencontre autour du sujet de la mort. Que j'ai lancé 6 mois, peut-être 6-8 mois après le lancement d'Happy End, parce que finalement je discutais avec des gens qui tombaient sur le site et qui me disaient « Ah, c'est super, ah là là, ça fait du bien de parler de la mort comme ça, puis c'est pas sinistre, votre site il est sympa, etc. » Et donc je me suis dit, dans la volonté finalement de libérer la parole, libérer la parole, c'est d'abord en parler vraiment, quoi, ensemble, dans la vraie vie, et pas que derrière un écran. Donc c'est comme ça que j'ai eu envie de lancer... ce concept de discussion autour de la mort, et ça existait, puisque j'ai trouvé du coup un livre qui s'appelle Café mortel de Bernard Crétaz, qui est un anthropologue suisse, qui avait donc créé les premiers cafés mortels, donc des lieux, des rencontres dans un café pour parler de la fin de vie, de la mort, du deuil. Et donc voilà, j'ai lu son livre en me disant, allez, banco, on y va. J'ai rencontré à cette même période Sophie Poupard-Bonnet, que tu as rencontrée notamment dans ton podcast, que tu as interviewé. Ouais. Et je lui ai proposé de faire partie de cette aventure avec moi. Je trouvais ça chouette d'être 2 à porter ce projet. Et donc voilà, on a organisé les premiers cafés de la mort. Maintenant, ça fait bientôt 2 ans, je pense. Et donc, c'est des rencontres qui réunissent aussi bien des jeunes personnes, en fait, qui viennent en disant...
Chez moi, la mort est tabou. Dans ma famille, on n'en parle pas. Je voulais voir ce que ça faisait d'en parler. Mais ça réunit aussi des personnes qui ont perdu beaucoup, d'ailleurs. Je ne pensais pas. Mais beaucoup d'endeuillés, des personnes qui ont perdu un proche, un enfant, un compagnon, un frère, une sœur. Et qui ont besoin d'en parler, ou en tout cas qui parfois, je pense, se retrouvent plus dans apéro de la mort que dans un groupe d'endeuillés. Enfin, il y a quand même une notion, j'ai l'impression, dans ce que j'entends, parce que je leur demande pas pourquoi vous êtes venus là, mais ce fait de dire la mort est vivante parmi nous, alors voilà, mais elles sont pas alors elles sont évidemment dans le chagrin. Oui, dans le chagrin, mais pas dans la complainte. Non, en fait, voilà, on n'est pas de toute façon, c'est pas un cadre thérapeutique, même si ça fait du bien évidemment, et pour tout le monde, hein, moi aussi, hein, après chaque apéro, je me sens super bien. D'en parler, mais je veux dire, il n'y a pas de notion de récurrence, même si on a des personnes qui reviennent, mais c'est pas un groupe inscrit dans le temps avec toujours les mêmes personnes. Et puis il y a aussi des personnes qui s'interrogent sur la mort, qui ont envie d'en faire leur métier, des personnes âgées qui veulent anticiper leur mort, préparer leur mort. Enfin, ce que j'aime dans cet apéro, c'est que finalement ça réunit tout type de problématiques en fait, et toute génération confondue. Et on fait vivre la mort, quoi, comme ça. Et c'est des moments, alors parfois très émouvants. Hein, ça nous arrive de pleurer, bien sûr. Mais il y a aussi beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Et tu les organises à quelle fréquence ? Alors, quand on était dans la vraie vie, toute normale avant le Covid, si on peut dire, c'était tous les 2 mois dans des cafés à Paris. Je travaille sur l'idée de faire un tour de France des apéros, mais je cherche un sponsor. Et sinon, c'est par visio en ce moment, tous les mois. Par visio, par Zoom. Ok, je te remercie. J'ai entendu une petite voix qui m'a dit que le site Happy End allait évoluer. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste cette évolution ? Oui, en fait, à partir du 1er février, si tout va bien, Happy End, ce sera aussi une plateforme qui présentera et qui... les différents intervenants, en fait, les accompagnants au moment des obsèques, c'est-à-dire qui référencera des pompes funèbres, qui proposent vraiment de la personnalisation de cérémonie, mais aussi des services, je pense, des services par exemple de faire un livre d'hommage personnalisé pour le défunt, de la musique live, si on souhaite de la musique live à un enterrement, des services, ça pourrait être Tranquillité Demain qui sera sur le site. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'aider les familles à trouver plus facilement et plus rapidement des interlocuteurs auxquels elles n'auraient pas forcément pensé. Mais ça peut être aussi leur donner accès à des célébrants indépendants qui peuvent intervenir en plus du maître de cérémonie ou à la place du maître de cérémonie pour finalement aider la famille à faire des discours qui soient vraiment parlants pour tout le monde, en fait, qui parlent vraiment du défunt, mais ça prend du temps. Hein, ça, un maître de cérémonie ne peut pas forcément le faire dans le temps imparti, en tout cas dans le fonctionnement tel qu'il est conçu aujourd'hui des pompes funèbres. Puis c'est pas forcément en fait leur... D'ailleurs, dans la formation, moi j'ai suivi cette formation de conseiller funéraire. La formation de maître de cérémonie, elle nous apprend pas à écrire un discours c'est très rapide comme formation, donc on peut pas. Et un célébrant, il sait faire ça. Il y a la notion de temps. Le temps est précieux dans ces moments-là. C'est-à-dire que ça demande vraiment du temps avec la famille pour pouvoir proposer quelque chose qui soit vraiment personnalisé. Je pense aussi aux métiers de ritualistes qui seront présents sur Happy End. Excuse-moi de t'interrompre, Sarah, mais tu peux expliquer qu'est-ce qu'un ritualiste pour ceux qui ne connaissent pas et en quoi ça consiste ? Un ritualiste, c'est ça aussi. On peut dire aussi un célébrant, mais c'est quelqu'un qui va finalement... Je vais vous donner un exemple concret. Une famille, elle a perdu un bébé. Il y a eu une IVG dans la famille. Il y a 2 enfants déjà. C'est une famille de 4. Et cette femme va appeler une ritualiste pour lui dire voilà, moi j'arrive pas à me remettre de cette IVG, je sens que c'est compliqué aussi pour mes enfants parce que je veux pas que ce soit un secret de famille, je veux en parler, je veux que cet événement ne soit pas un non-événement. Et elle va faire appel à une ritualiste pour créer un rituel en dehors du cadre classique, puisque de toute façon il n'y a pas de cercueil, il n'y a pas de cérémonie, il n'y a rien, c'est une IVG. Et elle va créer un rituel sur mesure pour chaque membre de cette famille, où ils vont se retrouver et ils vont ritualiser autour de ce départ. Et ça peut être... moi, il y a des femmes qui m'écrivent, qui ont vécu plusieurs fausses couches et en fait, qui s'en sont jamais remis. La dernière fois que j'ai parlé de métier de ritualiste comme ça, elles m'ont écrit pour me dire « Ah là là, ça m'aiderait beaucoup 30 ans après, en fait. » C'est-à-dire que pour moi, la mort peut être ritualisée
même si on a parfois le sentiment d'avoir raté une cérémonie parce que la pompe funèbre, les pompes funèbres n'étaient pas forcément à la hauteur de ce qu'on voulait ou parce qu'on était trop mal pour faire quelque chose, un ritualiste ou une ritualiste, elle peut intervenir après, des années après. Elle peut nous aider à faire un anniversaire de mort, de la mort d'un proche. Elle peut nous aider à faire plein de choses en fait, souvent en lien avec la nature, hors du cadre classique. Et puis surtout, ça va être vraiment du sur-mesure. Donc voilà, je trouve que c'est des métiers extrêmement intéressants qui sont une vraie valeur ajoutée pour les familles. On sait qu'avoir le sentiment d'avoir finalement réussi l'en revoir, ça aide dans son chemin de deuil. Et donc voilà. Et donc l'idée, c'est que moi, ça faisait 2 ans et demi que je travaille sur Happy End, que j'écris beaucoup qu'il y a beaucoup d'articles qui expliquent tout ça. Et je me suis dit, mais maintenant, il faut aller plus loin. Il faut aider les familles à identifier qui peut les aider. Et c'est le projet. C'est la 2e phase du projet d'Happy End, c'est ça. Merci Sarah. Donc à découvrir sur le site happyend.life. Tu es toujours à l'affût de ce qui se passe dans le monde de la mort, dans le monde du funéraire. Est-ce que tu pourrais nous faire part d'initiatives innovantes ou de coups de cœur que tu aurais eus ces derniers temps et qui pourraient rendre service à des personnes qui sont confrontées à la mort d'un proche ? Oui, alors dernièrement, j'ai repéré 2 initiatives qui m'ont beaucoup plu. La première, c'est Tom et Josette. C'est une crèche qui s'est installée dans une EHPAD à Rennes. Et j'ai trouvé que, moi en tout cas, moi l'idée de finir ma vie dans un EHPAD, pour moi c'est une horreur, mais je préfère mourir avant en fait. Souvent quand j'y pense, je dis souvent à mes proches, mais quel intérêt de finir sa vie dans un EHPAD. Et là, je me dis, si je finissais ma vie dans un EHPAD, mais que je pouvais la journée aller voir des bébés jouer, pouvoir leur lire des histoires, leur apprendre le jardinage, comme c'est le projet de Tom et Josette, je me dis, mais c'est génial. Parce que, en plus, le regard des enfants sur les choses, qu'on a un regard assez dur avec la vieillesse, parce que finalement, on a du mal à accepter la décrépitude aussi, la détérioration physique. Et je sais qu'un regard d'enfant, un enfant, il ne regarde pas. Il y a eu un super documentaire comme ça sur, je ne sais plus quelle chaîne, mais où on voyait finalement ce regard d'enfant qui est sans jugement. C'est pour eux, un enfant ne fait pas la différence, je pense, entre tout type d'âge adulte, en fait. Et ça, je trouve ça formidable. Et je pense que quand on souffre finalement de se voir amoindri au fur et à mesure du temps, je pense qu'un regard d'enfant sur soi, c'est très réparateur. Et donc, j'ai trouvé cette idée formidable. Et je vois que ça... Je l'ai partagée d'ailleurs sur LinkedIn et j'ai vu le nombre de gens qui ont commenté. Et je me dis que c'est un vrai besoin de notre société. Que c'est pourtant une idée toute bête. On se dit, mais comment elle a fait pour ne pas voir le jour avant ? Et elle est tellement saine. Et donc là, je voyais, elles ont 15 projets. C'est 2 Parisiennes qui ont monté ce projet à Rennes. Et elles ont 15 projets dans les cartons. Donc je me dis, faut qu'il y ait plein de Tom et Josette partout en France avant qu'on vieillisse tous pour nous rendre la vie un peu plus joyeuse. Et il y a un autre projet que je trouve génial, mais qu'on n'a pas chez nous. Alors, si quelqu'un entend, il y a quelqu'un qui m'a appelé dernièrement en me disant qu'il avait envie de participer à ce projet, mais je lui dis, mais je suis désolée, ça n'existe pas en France, mais en tout cas, voilà, c'est l'ambulance du dernier souhait. Alors, ça existe dans de nombreux pays à l'étranger. C'est une ambulance qui va réaliser les derniers souhaits des mourants. Donc ça peut être manger une glace face à la mer, aller voir un spectacle, tout type en fait, manger une pêche melba dans mon restaurant préféré, voilà. Et je me dis mais ça c'est pareil quoi, c'est génial de se dire que peut-être que quelqu'un dans notre lit de mort pourra nous permettre de vivre un moment unique. Et de réaliser voilà, c'est ce dernier souhait. Et ça n'existe pas encore en France, donc il n'y a plus qu'à. Donc si quelqu'un entend et a envie, en tout cas il y a plusieurs sites qui parlent de cette ambulance du dernier souhait. Et le dernier projet, c'est celui d'un couple qui s'appelle la cagnotte des proches, que je trouve aussi génial parce que en fait cette cagnotte, alors on connaît Litchi, on en connaît d'autres, mais la cagnotte des proches, elle est vraiment spécialisée sur des projets plus sociaux, on va dire, soutien de projets sociaux. Je pense à des traitements pour un enfant que la famille n'arrive pas à financer. Et là, dernièrement, en fait, ils ont eu de plus en plus de demandes de funérailles. Ils se sont spécialisés sur ce sujet. Et quand on voit aujourd'hui que finalement, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à payer les funérailles de leurs proches, c'est quand même très cher. Et que pour le coup, ne pas pouvoir... c'est très compliqué d'accepter, j'imagine, la culpabilité énorme de ne pas pouvoir... finalement célébrer son mort. Je trouve que la cagnotte des proches, elle a tout son sens à ce moment-là.
Et ce que j'aime dans le projet de la cagnotte des proches, c'est qu'en fait, il y a un accompagnement de Anne-Sophie, si je ne me trompe pas, et Christophe Roturier, il y a un accompagnement au téléphone pour monter ce projet, en fait, parce que c'est pas facile, finalement, c'est pas trop comment s'y prendre, c'est pas trop comment communiquer, à qui on envoie le lien, enfin voilà, et en fait, il y a cet accompagnement, et je trouve que c'est un joli soutien. Bon, Sarah, je te remercie beaucoup. Pour conclure, je te laisse libre. Dis-nous ce que tu souhaites. Là, je suis dans le vide, là. Non, mais en tout cas, voilà, c'est ça. Donc là, qu'est-ce que tu peux nous dire pour conclure ? Non, c'est difficile. En tout cas, je te remercie, Teddy, parce que je trouve ça très chouette que de plus en plus, on soit de plus en plus nombreux à s'intéresser à ce sujet, à l'explorer avec un autre regard, moins dramatique, hyper vivant. En fait, d'ailleurs, ton podcast s'appelle Vivant, donc et je trouve ça très rassurant. Et j'ai l'impression qu'en fait, on est aujourd'hui qu'en fait, le tabou de la mort, ça y est, il a trop duré et qu'il y a beaucoup quand même de voix qui s'élèvent, d'énergie qui s'éveillent pour finalement aller, inscrire la mort dans nos vies de façon saine et de façon presque parfois qui peut être un peu magique. Mais en tout cas qui fait beaucoup de bien et moi je vois parce qu'il y a beaucoup de jeunes ou de gens qui veulent j'ai plus le mot changer de carrière et qui m'écrivent et qui ont envie de travailler sur la mort, sur l'accompagnement de la mort, que ce soit l'avant, pendant, l'après, peu importe, mais en tout cas voilà. Et donc je me dis qu'on est maintenant de plus en plus nombreux et mon souhait le plus cher c'est que voilà, ça soit vraiment un sujet dont on prenne soin pour prendre soin de nous. Voilà. Merci à toi, Sarah, pour ton temps, pour ta sincérité et tes explications. Je te souhaite une très très belle journée. Merci beaucoup à toi, en tout cas, du temps que tu m'as consacré. À bientôt et prends soin de toi. Merci, toi aussi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Allez tout de suite mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Cela aide beaucoup Vivant à se faire connaître. Parlez-en à vos amis, à votre famille. Likez, partagez et commentez l'épisode. On doit être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour un nouvel épisode avec Vanessa Mayer qui nous partagera son quotidien de doula de fin de vie. Je vous invite en attendant à me suivre sur Instagram et Facebook. Et d'ici là, prenez soin de vous.